Alors, cette prise en charge innovante, cette prise en charge globale et cette prise en charge interactive, on va en parler pour ce dernier débat. Merci encore à ceux qui sont connectés avec nous. Vous pouvez tout au long de ce débat qui va être riche en ouverture, eh bien, poser vos questions, apporter vos témoignages. Je les aurai là, je pourrai les relayer aux intervenants à la fin de ce débat. Donc, n'hésitez pas à être présent avec nous de vos interpellations et de vos témoignages tout au long de ces échanges. Dernier débat, je le disais, sur la place et l'expertise des patients qui est de plus en plus importante dans des maladies qui se chronicisent de plus en plus, évidemment dans la vie après le cancer, mais également de plus en plus dans le temps des traitements, dans le temps de la recherche. Alors comment intégrer, quelle place à donner véritablement à cette expertise, comment la mettre de manière partagée dans le temps de la décision, dans le temps de la prise en charge et aussi dans le temps de l'accès au traitement. On va en parler avec nos intervenants. Professeur Frédéric Pénaud-Lorca est avec nous. Bonjour. Vice-présidente d'Unicancer, directrice générale du centre Jean Perrin de Clermont-Ferrand. Vous nous direz comment, et la chercheuse et la directrice de centre que vous êtes, voit la place et la meilleure intégration de ces expertises patients. Nous avons avec nous le docteur François Blot qui est là. Bonjour. Qui nous médecin en réanimation, président du comité d'éthique de l'IGR, grand défenseur du principe de décision partagée, et vous serez accompagné du docteur Nora Moujimid qui normalement est avec nous en direct de Lyon, mais la connexion est en train d'arriver. Elle est à Léon Bérard et elle coordonne aussi, la voilà, elle est avec nous, le projet des prises de décision partagées dans les CLCC. On en parlera ensemble. Professeur Gilbert Lenoir est avec nous. Bonjour. Président de Concert Contribution. Alors, généticien bien connu, vous avez été l'un des précurseurs pour les consultations d'oncogénétique. Vous êtes aussi et avez un long parcours dans l'expertise et l'accompagnement des patients, ancien évidemment président de la Ligue, créateur de Cancer Campus sur l'IGR que vous connaissez bien pour le coup, et c'est peu de le dire, et actuel président de Cancer Coalition, une association que vous définissez comme de démocratie sanitaire, qui veut faire évoluer accompagner l'évolution des prises en charge dans une logique plus patient-centrée. On en parlera. On a avec nous aussi Anne-Pierre Piquertz. Bonjour. Vous travaillez depuis longtemps dans le champ de la santé, assurez plusieurs fonctions dans le secteur associatif. Vous avez créé depuis 2020 une structure d'advocacy, comme on dit chez nos confrères anglo-saxons, de plaidoyer destiné à accompagner les associations à prendre voix dans l'enjeu de l'accès et des tarifications des traitements. On en parlera. Et puis Guiliosa Spourier, bonjour. Vous êtes présidente de Mélanoma France, également ancienne présidente du réseau européen WICAN. Vous travaillez au plus grand accès et à l'adaptation des protocoles d'accès clinique au profit des patients, notamment dans le mélanome, mais c'est un modèle pour d'autres maladies. On en parlera. Je voudrais commencer d'un mot avec vous, Frédéric. Vous accompagnez depuis longtemps les avancées en matière de cancer, les avancées en matière de recherche de prise en charge. En quoi vous diriez que l'expertise, plus que la place, l'expertise des patients a profondément changé ces 10-20 dernières années? Merci tout d'abord de me permettre de participer à cette table ronde sur un sujet qui m'est vraiment cher. La place des patients s'est heureusement intensifiée ces dernières années parce que c'est vrai qu'on était vraiment dans le technique et finalement on ne demandait pas trop l'avis des patients, on était toujours sur l'urgence du traitement, de la prise en charge. Et aujourd'hui, on a ce temps aussi on peut bénéficier aussi de l'avancée des traitements, des survies longues, des options thérapeutiques, des choix thérapeutiques. Et donc, je pense qu'on va voir aujourd'hui différents champs dans lesquels cette expertise s'est intensifiée, a pris une place nouvelle. Et on va commencer, je pense, par voir le champ de la décision thérapeutique, donc avec vraiment la place de la décision partagée avec François et puis avec Nora également à distance, parce que ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez depuis de très nombreuses années, que vous avez développé, vous avez vraiment été des leaders sur ces approches, également en proposant aussi des outils pour pouvoir développer cela. Donc on va discuter de ça.
Ça a pris une place très importante puisqu'il y a aussi aujourd'hui des recommandations HAS, il y a des recommandations au niveau européen. C'est vrai que dans les essais cliniques aussi, on met beaucoup en place la participation des patients. Donc je pense voilà, c'est très important qu'on ait cette table ronde pour débattre de ces sujets. Et on va commencer avec François sur justement cette thématique décision partagée versus décision informée. Voilà, on aimerait bien vous entendre. Oui, je prends le relais on est très souvent dans une vision où on parle de décision partagée aujourd'hui, c'est un premier champ, mais quelle est la définition, je dirais, de la décision partagée par rapport à cette notion de décision informée qui est souvent celle à laquelle on l'associe, alors que ce n'est pas forcément exactement la même chose, peu de le dire. Non, ce n'est pas la même chose. Le modèle de décision partagée est un modèle démocratique entre deux extrêmes, le modèle paternaliste d'un côté, le modèle du patient décideur de l'autre. Nous sommes un pays latin de la vieille Europe et pour autant, chez nous comme ailleurs, il y a un développement de plus en plus important d'un point de vue sociétal du principe d'autonomie des patients et qui a été gravé dans le marbre de la loi depuis les lois des années 2000 qui ont prescrit, qui ont ordonné le consentement aux soins. On remarque que le schéma reste malgré tout binaire avec le consentement aux soins puisque le consentement est opposé au refus de soins et que l'échange reste avec la décision informée quelque chose, si ce n'est d'unilatéral au moins d'asymétrique, de descendant et de très académique et scientifique. Dans la décision informée, on reste dans un modèle qui reste malgré tout hybride, qui essaye de combiner le vœu d'autonomie des patients, mais également le constat de l'hétéronomie inhérente à la vulnérabilité même liée à la maladie. Donc il y a une forme d'illusion d'empowerment avec la charge de la décision qui est transférée sur les épaules du patient. La prise de décision partagée essaye d'être un chemin de crête, si ce n'est d'excellence, entre ces deux extrêmes. C'est la reconnaissance des deux expertises, l'expertise scientifique et académique d'un côté et l'expertise du patient de l'autre côté, son savoir expérientiel et ses valeurs et préférences. Et donc le processus de décision partagée consiste, après avoir posé déjà la question, ou en tout cas le constat qu'il y a une décision à prendre, d'essayer de tâter le terrain et de savoir si le patient souhaite participer à la décision. Ça ne doit surtout pas être une injonction. Certains patients le souhaitent, d'autres ne le souhaitent pas et c'est éminemment respectable dans les deux cas. Et ensuite, une fois que l'on a posé les tenants et aboutissants scientifiques liés à la décision médicale qui est à prendre, de recueillir les valeurs et préférences du patient et de finir par décider ensemble. Être médecin, c'est remédier, donc introduire une médiation, j'insiste sur ce facteur éminemment humain de la relation soigné-soignant. Avec le rôle du médecin qui est de se faire l'intermédiaire entre la technique médicale d'un côté et les valeurs de vie du patient de l'autre. Ouais, et c'est pas une approche, l'idée c'est pas d'être plus exhaustif que la décision informée, c'est d'être plus partagé. On donne pas forcément plus d'informations dans une décision partagée, on les donne mieux. Et pour cela, vous avez, il existe toute une approche avec des protocoles, avec des outils, puisque c'est pas juste une injonction, c'est véritablement aujourd'hui des procédés, sinon une science qui est développée autour de ça. Et je voudrais qu'on aille voir du côté de Nora à Lyon, parce que vous avez travaillé, économiste que vous êtes à l'origine, beaucoup sur la manière de protocoliser cette approche-là à travers des groupes pluridisciplinaires qui, en fonction des demandes, des thématiques, des disciplines dans lesquelles les décisions partagées peuvent se prendre, vous réunissez des professionnels, vous réunissez des patients, vous essayez de faire le mélange pour savoir comment trouver le bon langage, les bons outils pour parler décisions ensemble et au même niveau. Avant qu'on détaille ça, ça a commencé en 2007, cette histoire-là. C'était sur le cancer du sein. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est faite la première démarche de décision partagée auquel vous avez participé à Léon Bérard ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, pour faire une histoire longue courte, on va dire, donc Ouais. en quelques mots, la prise de décision partagée qui a été développée et mise en pratique en fait en routine depuis 2007 au Centre Léon Bérard dans le pôle scénologie, s'est développée eh bien, quelques années auparavant, et c'était en fait une volonté des chirurgiens du pôle donc, de scénologie du Centre Léon Bérard d'aller vers un modèle à la fois relationnel mais aussi décisionnel, moins descendant et plus partagé, dans la mesure où ces mêmes chirurgiens percevaient en fait une insatisfaction de la part de leur patiente atteinte d'un cancer du sein, insatisfaction qu'elles n'avaient pas pu en fait, insatisfaction quant à la décision qu'elles avaient validée sans pour autant qu'elles aient pu y participer, et cette décision était souvent en fait liée aux standards thérapeutiques qui, dans le cancer du sein opérable d'emblée, était la tumorectomie. Et en fait, elles n'étaient pas satisfaites de la tumorectomie dans la mesure où leur préférence n'était pas en faveur d'une tumorectomie, mais plutôt d'une mastectomie. Ceci étant, elles n'avaient pas pu verbaliser lors d'un échange, lors d'une discussion avec le médecin, le fait que voilà, leur préférence, si on leur avait demandé, serait allée plutôt en faveur de la mastectomie. C'est donc, pour résumer, on va dire une double volonté. Enfin, le protocole, tel qu'il a ensuite été implanté en pratique routinière, est né d'une double volonté, une volonté à la fois médicale et puis également en réponse, on va dire, aux attentes des patients qui ont été perçues par les médecins et qu'elles ont ensuite pu effectivement verbaliser dans le cadre du protocole de prise de décision partagée. À partir de là, il y a eu d'autres exemples, évidemment, dans d'autres disciplines qui se sont mis en route. Et ce qui est intéressant, c'est que vous le mettez en place donc avec une approche pluridisciplinaire, c'est testé ensuite, et des outils. Il y a beaucoup d'outils qui existent. Comment est-ce qu'ils sont conçus, ces outils, et comment est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, justement? Alors, il fonctionne. Alors, la prise de décision partagée est effectivement, en règle générale, outillée, parce qu'on appelle des outils d'information et d'aide à la décision, qui sont vraiment à concevoir comme des supports à la communication, et donc comme des aides à la communication, et en rien comme des substituts à la communication orale, à l'échange entre médecins et patients. Et ces outils se développent en fait en plusieurs étapes. La première, c'est faire la synthèse bibliographique, ce qu'on appelle la revue de littérature des données qui sont publiées sur la situation thérapeutique étudiée. Donc c'est un travail qui est essentiellement fait par les professionnels de santé. Une fois que l'on a fait cette synthèse de la littérature sur la situation thérapeutique et qu'on a brossé ainsi ensemble quelles sont les options, quels sont leurs bénéfices et risques possibles, eh bien, on travaille donc avec des chercheurs en sciences sociales et également avec des patients, des représentants de patients, puisque comme vous l'avez souligné, ce sont des groupes qui sont souvent pluridisciplinaires, pour traduire finalement en langage patient cette information scientifique. Ensuite, on a tout un travail d'ergonomie. Vous avez pu voir quelques exemples ici. Alors, il peut s'agir d'outils papier, d'outils de plus en plus digitalisés qui permettent également d'avoir une impression papier, où en fait, on présente la situation thérapeutique, les options avec leurs bénéfices et risques, et puis également, il y a la possibilité pour le patient comme pour le médecin d'annoter, de griffonner, de personnaliser cet outil d'information et d'aide à la décision, pour que le patient ou la patiente puisse le ramener chez elle ou chez lui, pouvoir en discuter avec ses proches, également avec d'autres professionnels de santé, de manière à mûrir, avoir tout ce processus de réflexion quant à la décision, et revenir ensuite dans le cadre d'une deuxième consultation avec cette réflexion et pouvoir de nouveau discuter et prendre une décision basée, si le patient le souhaite et si le médecin le souhaite également, sur un accord commun.
Oui, sachant que c'est vraiment conçu sur de l'ergonomie aussi. Vous dites d'ailleurs, on évite le face-face. On fait en sorte aussi que quand on travaille sur l'outil, on peut se mettre côte à côte et pas simplement être face-face. Donc on travaille vraiment toutes les dimensions. C'est une vraie démarche de recherche quelque part qui est pensée, avec du coup une adhésion d'un certain nombre de professionnels. Et j'ai envie de vous dire, François Blot, qu'est-ce qui fait que 2007, c'était il y a un an, c'était il y a un petit temps, ceux qui adhèrent, ils aiment ça, mais ça ne fait pas forcément tache d'huile aussi facilement que ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des résistances et que cette approche-là, qui est pourtant outillée, ne se généralise pas plus ? Alors, bon, d'une part, il y a l'inertie liée à tout corps constitué depuis plusieurs millénaires. Même si on trouve des traces de décisions partagées chez Hippocrate et même chez Platon, dans le livre 4 des lois. Donc ça fait encore plus longtemps que 2007. Ça fait plus longtemps que 2007. Parmi les principes éthiques, les grands piliers des principes éthiques, bienfaisance, non-malfaisance, justice et autonomie, en France, bienfaisance et non-malfaisance ont longtemps été prédominants. Et donc, petit à petit, on commence à reconnaître de plus en plus le principe d'autonomie du patient avec le recueil donc de ses valeurs et préférences qui commencent à s'ancrer dans le cheminement décisionnel. Mais c'est pas encore quelque chose de complètement culturel. La culturation est en cours. Un autre obstacle est probablement la reconnaissance ou l'assomption du contexte d'incertitude. On sait dans la littérature que plus de 50% des décisions médicales se prennent en contexte d'incertitude, que ce soit l'incertitude scientifique ou l'incertitude liée au malade lui-même et à sa réponse ou non à tel ou tel traitement. Et on sait que la compétence de communication d'un professionnel de santé est liée à la manière dont il est à l'aise ou non avec ce contexte d'incertitude. Il y a des travaux d'Yves Libert à l'Université libre de Bruxelles qui montrent ça très très bien. Plus un professionnel de santé assume le fait que l'incertitude médicale fait partie du processus décisionnel, qu'elle n'est pas infamante, plus il va utiliser à bon escient les principes de communication. Donc la reconnaissance de l'incertitude, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure dans les leviers, c'est quelque chose qui est très important. Il y a la reconnaissance également des émotions. Les émotions sont partout dans la relation soigné-soignant. On ne les laisse pas à la porte de l'hôpital quand on y rentre, mais pour autant, elles ne sont pas forcément complètement assumées par ni les patients d'un côté, ni les soignants de l'autre, verbalisés. On sait que, avec les travaux de Pierre Lecause à Marseille notamment, les processus d'émotion sont des leviers des processus de décision. L'empathie va principalement déclencher la bienfaisance, le respect va principalement déclencher l'autonomie. Eh bien, reconnaître l'émotion, c'est quelque chose qui doit être valorisé dans les études médicales et qui doit être porté au plus haut point. Il y a en troisième ou quatrième point, je ne sais plus où j'en suis, la méconnaissance des outils, je dirais, sociologiques et psychologiques dans la relation médecin-patient, et la reconnaissance eh bien, dans cette relation, elle est parasitée ou elle est faite de biais cognitifs, d'heuristiques de pensée, de raccourcis mentaux. Tout ça est mal connu par les praticiens et pourtant participe éminemment de la relation soigné-soignant. Enfin, le dernier point, c'est la notion de temps qui est régulièrement évoquée. La littérature semble dire, en tout cas dans les méta-analyses, que la décision partagée ne prend pas plus de temps. En pratique, malgré tout, en tout cas lors de la première confrontation médecin-patient, c'est quand même un investissement en temps qu'il faut garder en mémoire. La HAS, c'était Frédéric le disait tout à l'heure, a fait des recommandations depuis, là encore, 2018, sur cette décision partagée. Ça a été répété. Qu'est-ce qui ferait pour vous le plus levier, sans faire là encore plein de mesures, mais quelles mesures seraient clés au niveau notamment du Unicancer pour pouvoir mieux porter, mieux se faire le promoteur de cette approche-là ?
Alors, je vois deux, voire 4 grands types d'outils. Il y a des outils verticaux et des outils horizontaux, je dirais. Les outils verticaux, c'est les outils institutionnels, incitatifs, avec les recommandations effectivement de la HAS, avec une première publication en 2013 et une seconde sur l'utilisation des outils en 2018. Les recommandations du groupe de travail d'Unicancer auquel je participe avec Nora Moumjid sur l'engagement des patients et la prise de décision partagée, ça peut jouer. L'établissement, la mise en place des projets d'établissement peut également être un outil important. La certification est parfois un accélérateur de la prise de conscience institutionnelle et au niveau des gouvernances pour se moderniser. Donc ça peut être quelque chose d'important. Donc ça, c'est les outils que j'appellerais verticaux. Il y a les outils horizontaux. Vous avez parlé de tâche d'huile tout à l'heure ou de cheval de Troie. Moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire le fait de, par des formations itératives, par des colloques comme celui d'aujourd'hui, par du lobbying, par le fait de promouvoir la publication et de la faire connaître, par le fait de promouvoir la recherche et de faire participer. Je pense que tout ça, à Lyon, le fait qu'un chirurgien de cancérologie ait déjà été sensible à ça a permis d'acculturer ses collègues, même si évidemment c'est difficile, mais l'effet modélisant est très important. Le troisième point que je vois, c'est le troisième pouvoir, c'est le pouvoir du monde associatif. Je pense qu'il est très important que les associations de patients prennent conscience de cet empowerment possible de la part des patients et le respect de cet empowerment de la part des praticiens. Et on voit l'impact qu'a eu, par exemple, Sentinelle sur le travail de la HAS sur la chirurgie scénologique. Enfin, le dernier point, c'est la formation. On a vu, et je reparle des travaux d'Yves Libert à Bruxelles, il ne suffit pas de se former à la com, il faut se former à l'incertitude et à l'émotion. Et ça, c'est des choses qui sont encore balbutiantes dans les études médicales, même s'il y a des progrès qui se font. Maintenant, on fait des jeux de rôle, on ne forme plus nos jeunes médecins comme on les formait il y a 10 ou 20 ans. Mais c'est le 4e levier que je vois pour petit à petit progresser vers une relation soignée-soignant qui soit plus équilibré. Gilbert Lenoir, je pense qu'avec votre double parcours à la fois et de chercheur et de responsable aussi d'établissements de santé et puis de personnes proches des patients et de l'engagement, vous entendez assez bien ce que dit François Blot. Vous avez, je voudrais me tourner vers vous parce qu'on voit l'enjeu de mettre cette expertise patient dans le temps de la décision, mais on peut aussi mieux la mettre dans tout le temps de la prise en charge. Et c'est un peu ce qui est l'idée de Cancer Contribution, cette plateforme dont vous assurez la présidence. C'était venu présenter d'ailleurs à Unicancer il y a de cela quelques années Giovanna Marsico qui l'avait lancé et créé à l'époque, une plateforme en ligne où toute personne concernée, et c'est des patients, ça peut être des proches, ça peut être des professionnels, peuvent apporter sur des sujets centraux leurs propositions, leurs témoignages d'amélioration de la prise en charge. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Vous avez un beau terme, vous dites que c'est un peu des états généraux permanents. Comment fonctionne ce type d'espace et en quoi est-ce qu'il apporte un regard neuf, et vous êtes d'autant plus bien placé pour le savoir que vous suivez depuis longtemps, sur ces prises en charge en cancérologie? Vous l'avez indiqué, on parle de démocratie en santé. On emploie la loi Kouchner parle de démocratie sanitaire, mais ça a été considéré un peu trop hygiéniste. Ça va pour le Covid, mais on parle de démocratie en santé maintenant. Alors, faire parler les malades, la loi Kouchner, vu mon expérience, qui m'a frappé, c'est la richesse des contributions des malades et de leurs proches quand on a fait en 98 les états généraux des malades. Qu'est-ce qui était ressorti en 98? Pas du tout une remise en cause des centres de soins, des praticiens, la consultation d'annonces, le retour à domicile, l'exclusion sociale. Consultation d'annonces considérée comme intolérable. Que l'annonce du cancer 98, où la maladie tue plus, on n'ose pas en parler, que ça se passe dans un couloir ou par un coup de téléphone, n'était pas acceptable et n'était pas perçu par l'ensemble du corps médical comme un élément à traiter. Bon, donc, voilà de la démocratie en santé. États généraux des malades, la consultation d'annonces, le plan cancer, états généraux des malades, la loi Kouchner,
démocratie en santé. On change des pratiques. Alors, avoir le malade et un représentant des malades au conseil d'administration de tout centre de soins, oui, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui fait changer les pratiques. Donc, on a eu un autre déclic, c'est que sur Villejuif, j'avais lancé un projet qui s'appelle Cancer Campus de Biocluster, où on veut être et créer les conditions dans le domaine du cancer, une maladie modèle pour lequel, comme on a beaucoup de données scientifiques, on le voit, on peut faire beaucoup d'améliorations en ce qui concerne la prise en charge, le traitement. Les élus nous avaient dit très bien qu'on soit visible mondialement, qu'on contribue à créer des nouveaux médicaments, des nouveaux dispositifs. Et les patients et nos citoyens, est-ce que vous arrivez à faire remonter leurs attentes? Alors on a essayé en effet avec Giovanna Marsico d'éduquer, de parler de prévention, puis à un moment on s'est aperçu que ce qu'on pouvait faire le mieux, c'était de faire remonter les attentes de tous les citoyens, mais de façon un peu différente des associations de malades. Nous travaillons avec un maximum d'associations de malades. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire remonter des attentes et puis ensuite faire des propositions de changement. Et c'est pour ça qu'on a fait cette plateforme. Alors, en effet, cette plateforme, pour nous, c'est des états généraux permanents. Ça c'est un des premiers mots-clés. Et puis, il y a un autre mot-clé. On a toujours été frappé dans le domaine du cancer que lorsque vous voulez faire discuter avec une association de malades, vous avez à 95% des femmes. Les hommes ne parlent pas. C'est culturel. Hein, et donc, la moitié d'entre eux, quand même, de malades, sont des hommes. Ça serait quand même bien de percevoir aussi quels sont leurs problèmes, leurs attentes et de les faire contribuer. Donc, on s'était dit, avec l'outil Internet, peut-être que les silencieux vont se mettre à parler. Non seulement les hommes, mais peut-être celles des femmes qui n'ont pas bien l'habitude de s'exprimer, mais qui seront peut-être plus à l'aise, tranquillement, dans leur salon. Donc c'est pour ça qu'on a mis en œuvre cette plateforme. Là, vous me demandez comment elle fonctionne. Une plateforme web, une animation, mais aussi maintenant les réseaux sociaux. Très important, les réseaux sociaux. Et avec l'activité de Giovanna, on a rapidement eu sur ce site un grand nombre d'interactions, 1000 plus par mois. Et donc, on s'est dit qu'il faut aller plus loin et il faut choisir des sujets. Donc, on a une sorte de petit comité avec des associations de malades, des bénévoles. Et à partir de là, on cherche les thèmes sur lesquels on peut construire et faire des propositions. Ou alors, comme on l'a fait avec le virage ambulatoire et Cancer Ad-Homme, on a l'occasion d'un appel d'offres de la DGS et on se dit on est capable de le mener. C'est ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait évoluer votre association de démocratie en santé. Au début, vous recueillez la parole, notamment de ceux qui la prennent pas forcément. Et puis maintenant, vous vous dites, on va être proactif, c'est-à-dire sur un certain nombre de sujets, on va solliciter notre communauté, un peu comme les sentinelles le faisaient tout à l'heure, et puis essayer de porter des propositions en faisant remonter et puis transformer par aussi des professionnels, des chercheurs, un peu ce qui ressort pour en faire des propositions. Cancer Ad-Homme, c'est 10 propositions sur la prise en charge ambulatoire pour la faire évoluer. En quoi est-ce que l'expertise patient était fondamentale sur cet enjeu de la prise en charge à domicile, et comment est-ce que les 10 propositions de Cancer Ad-Homme s'appliquent aujourd'hui concrètement? Parce que c'est bien de faire 10 propositions, mais dans quelle mesure ça impacte et ça change un certain nombre de pratiques? 10 grandes propositions, 10 grands thèmes, 39 sujets à traiter. C'est énorme, c'est colossal. Qu'est-ce qui est ressorti là-dedans? L'information. Le manque d'information, ça a été dit avant, hein. Les 2 sessions se suivent. Le manque d'information. Les aidants, le rôle des aidants, le rapport avec l'hôpital, ça a été dit, les réseaux, comment le centre spécialisé travaille avec le médecin généraliste, comment le médecin généraliste travaille avec le centre spécialisé, comment les réseaux de soins s'organisent, mais surtout, comment les patients ont cette information. Donc Cancer Ad-Homme, pour nous, c'est un ensemble de propositions qu'il faut maintenant traiter. Alors, si je suis à la Convention d'Unicancer, c'est parce qu'on a déjà commencé avec certains centres. Bérard, notamment. Bérard, comme Fadila Farsi, le réseau Oncora, ils ont pris une petite part, ils se sont intéressés aux aidants, et de façon très intelligente,
très coordonnés sur place, essayent de mesurer et de faire des propositions sur l'intégration des aidants. Les aidants, ils demandent comment on les accueille à l'hôpital. C'est pas simplement le proche, c'est pas simplement le conjoint. Il est identifié, l'aidant, quand il passe la porte, il donne son passe sanitaire et on lui dit « T'es qui, toi ?» Donc, il fait comment? L'aidant, il va rentrer chez lui. C'est pas simplement la maman et son fils. La majorité des patients, ils ont plus de 65 ans. Donc l'aidant, c'est parfois le petit-fils qui est étudiant. Parce que les parents, ils sont pas là. Le petit-fils, il est dans la proximité des grands-parents. C'est très complexe. Donc, sur l'ensemble de ces propositions, ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'on recrée des échanges. Je suis un chercheur, je ne peux pas me changer, et qu'on débobine ces propositions parce que Éric Lartigot, Oscar Lambray, il a participé, la région du Nord a participé parce que c'était justement une région avec cette précarité. Si on veut étudier l'impact qu'on doit avoir dans des régions précaires, en effet, on peut aller là. Ça ne se passe pas comme ailleurs. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que sur ces 10 thèmes, ces 39 propositions, qu'en échange, et notre plateforme peut le faire avec les associations de malades, on les traite pour voir le bien fondé de ces suggestions, la faisabilité de les mettre en œuvre, et puis que chacun des centres, les 18, les 20 centres, reprennent une de ces activités, un ensemble, et puis les traite, et puis qu'on se réunisse, et puis qu'on rééchange. Sur ce sujet-là, puis sur un autre sujet que vous pourrez aborder après, c'est-à-dire que vous aviez une plateforme qui recueillait des voix, et vous voulez une plateforme qui fasse du dialogue maintenant, aujourd'hui. Qui fait du dialogue, et vous savez, c'est comme vous faites de la recherche clinique, vous avez une cohorte de patients, vous faites de la recherche épidémiologique, vous avez une cohorte d'individus dans la population. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que justement, décision partagée, on vient de faire une enquête, Nora ou François le connaissent, on a mis en place, avec 11 associations de malades, on a lancé sur notre plateforme une enquête sur la décision partagée au mois d'août, fin août. Et on a eu 900 réponses. Il fallait aller sur le site, cliquer. Plus de 700 utilisables, et puis pour moi, là, vous allez voir mon grand sourire, 40% des réponses sont des hommes. 40% des réponses sont des hommes. Quand on parle de décision partagée, il y a des hommes qui répondent. Frédéric, je voudrais compléter ce que dit Gilbert avec vous, et puis ce que disaient François et Nora aussi. Pour une directrice de centre, dans quelle mesure il y a là des outils, en fait, on le voit sur la décision partagée, on le voit sur cette plateforme, qui permettent à des directions de centre de penser finalement aussi la prise en charge à différents endroits autrement. Quelle valeur vous y voyez? Quelles difficultés vous voyez aussi à l'intégration de ces approches-là dans la réalité des pratiques, parce que vous y êtes pleinement? Alors, d'abord, au niveau du centre, nous, on travaille beaucoup avec notre commission des usagers et avec notre groupe patient. Donc là, en ce moment, on est dans la finalisation de notre projet d'établissement. On a un projet des usagers. On a notre groupe de patients qui a relu nos projets, qui a abondé sur un certain nombre de choses, qui a discuté avec nous. Ça, je pense que c'est des choses qui sont importantes. Les difficultés que je vois aujourd'hui, d'abord, c'est les patients. Parfois, je trouve que on met beaucoup de pression sur les patients. J'ai parfois peur qu'ils soient un peu manipulés aussi. On en avait parlé quand on préparait cette table ronde. Beaucoup aujourd'hui, pour faire de la pression sur l'accès à des médicaments, sur l'accès à des prises en charge, je trouve que parfois c'est un petit peu limite. Ça me fait un petit peu peur parfois dans la parole juste et ce qui peut être aussi de l'influence qu'on peut donner sur des aspects directement. Bon, si on revient sur un centre, moi je trouve qu'il y a deux aspects de la décision partagée qui me paraissent fondamentaux. Bien entendu, si on sent que le patient ou la patiente est demandeur, c'est le cancer de la prostate.
dans le choix des thérapeutiques qui peuvent apparaître aujourd'hui. La chirurgie, la radiothérapie, la surveillance active, éventuellement des traitements médicaux pour freiner un peu la maladie. Et moi, je me suis rendu compte au niveau du centre que certains des oncologues, en fait, disaient « mais moi, je ne prendrai pas parti, il faut que ce soit vous qui décidiez ». Et certains patients, voilà, ils disent « mais vous, ça serait quelqu'un de votre famille, qu'est-ce que vous ferez ?» Parce que c'est lourd aussi, c'est complexe. Mais je trouve qu'on devrait beaucoup développer ça sur les outils. Et là, bon, pour le coup, on est sûr qu'il y a des hommes qui participeraient et qui donneraient leur avis. Mais bon, ça c'est une autre option. On l'a beaucoup utilisé depuis très longtemps parce que moi, alors, en tant que chercheuse, c'est quelque chose qui m'intéressait. C'était sur le cancer du sein, sur les signatures moléculaires pour l'aide à la décision thérapeutique, donc dans les cancers du sein en phase précoce. Savoir si, quand on est avec une présentation clinique de risque intermédiaire, est-ce qu'on fait ou pas une chimiothérapie? Donc, où on a des tests moléculaires qui vont dire bas risque, haut risque, et on discute après avec... bon, on informe et on demande bien sûr aux patientes si elles sont d'accord pour participer, pour qu'on fasse ce type de test. Et puis après, une fois qu'on a le résultat, on présente, donc en disant, ben voilà, vous avez tel risque, on peut avoir un bénéfice à faire de la chimiothérapie, mais il est très minime, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, moi, je me suis rendu compte, aussi en discutant avec mes collègues oncologues, qu'ils étaient plus à l'aise avec des tests qui, en fait, disaient bas risque, haut risque, et pas des tests qui disaient bas risque, risque intermédiaire et haut risque. Et moi, de la même façon, je leur disais, attention, dans ces outils que vous utilisez pour la décision partagée, quand vous êtes très près de la cut-off, que vous êtes en une cut-off à 3,3, vous êtes à 3,1 ou 3,2. Vous plongez dans le bas risque avec certitude, vous ne rediscutez pas avec les patients, etc. Donc je pense que la décision partagée, c'est quelque chose qui doit être éduqué aussi du côté du médecin. En ça, je rejoins, mais alors complètement ce que disait François. Je pense qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on peut utiliser comme outil dans la décision partagée. Voilà, mais ça me paraît des outils majeurs dans nos établissements, vraiment très très importants. Des grands champs de développement. Je voudrais qu'on avance un petit peu, on reviendra dans le temps des questions là-dessus, parce que cette expertise patient, elle se joue dans la décision, elle se joue dans la prise en charge, mais on est aussi aujourd'hui de plus en plus dans un monde où il y a de plus en plus de traitements innovants, il y a de plus en plus d'essais cliniques, où il y a de plus en plus d'enjeux d'accès sur le marché de ces traitements coûteux, et là aussi les patients prennent voix, les patients prennent expertise pour accompagner ces essais cliniques, les faire évoluer, accompagner ces accès au traitement, les faire évoluer aussi. Je voudrais qu'on en parle un petit peu de ce dernier aspect avant de prendre les questions des différents intervenants. Cette évolution vers des accès, notamment aux essais cliniques plus ouverts, c'est vraiment un combat que vous portez depuis longtemps, Guy Liozat. Je voudrais qu'on en parle. Il vous a conduit assez loin de votre métier premier de géologue, là-bas dans le pays des volcans d'Auvergne, que Frédéric connaît bien, pour soutenir votre mari qui s'est retrouvé atteint par un mélanome, et à travers lui, vous avez voulu agir pour lui et faciliter à travers lui l'accès au traitement de l'ensemble des patients atteints de mélanome. Comment est né cet engagement? Comment il est devenu aussi le centre de votre activité? 16 heures sur Zoom par jour, 14. Merci. Donc, oui, ça fait depuis 2008 que mon mari a été diagnostiqué. Et à l'époque, on avait vraiment de la chance parce qu'on était allé voir le dermatologue et il a dit, si vous restez ici, c'est-à-dire clairement, mais malheureusement à cette époque, il n'y avait pas Unicancer là, à cette époque. Et puis, ils ont dit, si vous restez ici, vous êtes mort en 9 mois. Et on était un peu étonnés parce qu'on a dit, mais c'est la France, meilleur système de santé mondial en 2012, tout ça, et on était un peu étonnés. Donc, tout de suite, on a commencé de faire les recherches. On a demandé des conseils. Pour nous, c'était 400 km d'aller à Paris. Donc, mais on a fait la décision de le faire parce qu'il n'y avait que les essais cliniques comme traitement. Les traitements standards étaient des chimios qui marchent pour 6%. Donc pour nous, c'était pas un choix. Donc on était super contents de trouver un essai clinique à Gustave Roussy.
Et pour nous, ça a vraiment sauvé la vie. Mais ce n'était pas facile, parce qu'à l'époque, on avait des nouveaux traitements qui commencent. Donc, les immunothérapies de point de contrôle sont développées en mélanome. Et après, on avait des thérapies ciblées et tout ça. Donc, il y avait beaucoup d'essais cliniques et le processus d'essais cliniques n'était pas facile. Parce que, comme on a tous discuté, il faut décider des choses qu'on était dans un monde d'incertitude. Complètement, comme vous avez dit, incertitude, c'est très important. Et puis, donc, on a choisi, on nous a proposé trois essais cliniques. Donc, déjà, c'était bien parce que c'était Gustave aussi, donc on avait le choix. Mais on a choisi selon nos connaissances. Donc, on a passé beaucoup de temps. Et en faisant cette étude, on a parlé à d'autres patients. Et les autres patients, ils ont dit comment vous avez arrivé à décider lequel étude, comment vous avez su les réponses, des choses comme ça. Et j'ai dit, mais on fait des recherches. Ils sont publiés, les essais précoces, des choses comme ça, dans des autres indications. Et puis tout d'un coup, ils ont dit, mais on n'a pas trouvé des choses. J'ai dit, mais désolé, oui, ils sont tous publiés en anglais. Donc moi, c'est le massacre quand je parle français, mais je parle anglais. Donc j'étais assez scientifique, pas de scientifiques médicaux, mais géologue, mais ça m'aide. Donc avec l'anglais, donc on a commencé doucement à faire traduire des abstracts. Parce qu'on sait tous que pour faire des décisions sur un essai clinique, on a le consentement éclairé. Et c'est jamais éclairé. C'est un petit peu éclairé, mais il n'y a jamais quelque chose dedans qui décrit des symptômes dans des autres indications, des choses comme ça. Donc, on a commencé à faire ça. Et puis, doucement, on a créé une association sur Facebook. J'ai toujours eu une horreur de Facebook, mais il faut être où sont les patients. Et les patients ils sont sur Facebook. Donc on a commencé. Maintenant, on est 1200 plus de patients et proches. Que des patients proches. On est super strict. Si vous êtes patient ou proche, vous pouvez être là, mais pas si vous êtes clinicien ou infirmière, des choses comme ça. Parce que les patients, ils ne veulent pas parler ouvertement s'il y a des cliniciens là-dessus. Donc, alors, vous avez créé ce petit groupe qui a grandi, et dessous vous partagez les données sur en effet les études que vous traduisez, sur la cartographie des lieux des essais cliniques. C'est aussi une des premières choses que vous avez fait, essayer de dire aux gens où se trouvent les essais cliniques. Vous, votre médecin a dit aller à Paris, mais en effet certains ne sont pas au courant. Et puis à partir de là, vous avez commencé à monter en puissance. C'est assez incroyable votre histoire, parce que vous êtes dit, on commence à comprendre les essais cliniques, mais c'est une science qui bouge beaucoup. Donc, il faut suivre les chercheurs, il faut suivre les recherches. Donc, on va avoir des patients qu'on va faire monter un peu en compétences, deviennent des patients ambassadeurs, c'est le terme que vous employez. Et puis, vous les emmenez, vous vous baladez avec vos patients ambassadeurs, vous allez à l'ESMO, vous allez à l'ASCO, vous prenez des Airbnb, vous faites payer des bourses et puis, voilà, vous faites les Tintins, d'une certaine manière, de tous ces grands congrès et puis en direct de là-bas, vous écrivez il s'est dit ça aujourd'hui et toute la communauté est au courant. Pourquoi est-il nécessaire d'aller vers ce statut de patient ambassadeur et d'acquérir une expertise qui devient très pointue tout de même à un moment en termes de science sur vos maladies et les maladies de vos proches? Oui. Pour nous, les connaissances sont la protection. Tout le monde dit c'est la puissance, des choses comme ça. Pour nous, c'est la protection. Et avec une maladie où il n'y avait pas de traitement, et tout d'un coup, plusieurs traitements, plusieurs essais cliniques, maintenant on est dans une situation où la moitié des patients métastatiques vont survivre. Le problème, c'est que on est tous dans des différents centres, on n'a pas tous un accès aux essais cliniques, même aux traitements standards, parce qu'on est toujours dans une incertitude avec même les traitements standards, selon si on commence avec les thérapies ciblées ou si on commence avec les immunothérapies. On est toujours là, 10 ans après. Donc, et c'est super important que les gens sont exactement au moment où les publications sortent. Pour eux, ils devraient décider demain
s'il faut prendre la thérapie ciblée ou l'immunothérapie. Et donc il attend les sorties des publications. Et malheureusement, on a ce système de publication, toujours en anglais, mais aussi des grands drames que ça va sortir à ESMO ou à ASCO ou à IADO, quelque chose comme ça. Donc les gens attendent, même s'ils sont, eux, sur des contributeurs des essais cliniques, avec leur sang, avec leur tissu, avec leur temps, mais ils n'ont pas les résultats. Donc ça, on devrait être là tout de suite à ASCO, ASMO, de faire des blogs, de les dire pour qu'ils puissent décider. Et après, ils critiquent la conception des essais cliniques. Quelquefois, ils disent « bon, ben, c'est impossible parce qu'on a eu un essai clinique sorti à ESMO il y a quelques semaines à Paris, et il y avait une étude, et tous les patients, ils ont dit « mais on ne va jamais avoir ce traitement parce que la conception de l'essai clinique est nulle. Ce n'était pas fait pour les patients. Et maintenant, le HAS va dire non, désolé, parce qu'ils n'ont pas fait des choses complètement basiques comme les analyses systématiques. Pourquoi ? C'est ce qui est là encore très intéressant. Au début, vous essayez de comprendre, puis vous commencez à comprendre de plus en plus. Donc, vous vous intéressez aux essais cliniques et puis vous dites, mais la manière dont l'accès aux essais cliniques se fait, la manière dont les évaluations des essais cliniques se font, maintenant qu'on comprend, ça ne nous va pas. Vous dites même que dans beaucoup de cas, vous trouvez que c'est médiéval, la formule dit bien ce qu'elle dit. Et du coup, vous essayez maintenant d'agir pour faire évoluer les évaluations dans les essais cliniques. En quoi, pour vous, c'est médiéval, et comment est-ce que, avec vos petits bras, vous pouvez aussi agir pour aider à repenser les évaluations et l'accès dans ces essais cliniques? Oh, nous, on n'attend pas d'être invités. Hein. On a compris. Décide là-dessus, mais cette truc médiéval, c'était une patiente qui m'a dit ça en 2008, quand il n'y avait que les essais cliniques. Ils ont dit que c'était pas juste, c'était terrible d'être dans une situation de choisir un essai clinique, avec toutes les conceptions d'essais cliniques faits pour la pureté de la science et pas pour les patients. Même avec des choses comme la déclaration d'Helsinki, tout ça, ça marche pas. On a toujours un manque d'équipoise quelquefois. On a toujours de randomisation. Qu'est-ce que vous voudriez concrètement en termes d'essais cliniques sur l'accès et l'évaluation qui change en fait? On veut des études qui sont faites pour les patients. Concrètement, ça veut dire quoi? Voilà, c'est des études qui sont bien pour les patients qui sont recrutés, mais aussi pour les patients qui ne sont pas recrutés. Donc s'ils ne sont pas sur l'étude, on veut que l'accès du traitement va venir après, ou qu'on apprend quelque chose pendant l'étude. On fait des analyses, on comprend mieux que ce n'est pas nécessaire de faire la chirurgie, des choses comme ça. Donc, et si on est là au début, parce que les associations de patients, ils peuvent vraiment secouer un petit peu la conception des essais cliniques pour que ça soit bien conçu pour l'avenir aussi, pas juste pour l'essai pour les patients en ce moment, mais vraiment quelque chose qui est... Et ce n'est pas écrit dans la pierre, c'est quelque chose qu'on peut changer, c'est quelque chose humain, et c'est possible de faire des études mais bien conçues, et c'est mieux pour tout le monde. Et qui intègre aussi des enjeux de qualité de vie, j'imagine. Oui, bien sûr, et on a des outils qualité de vie qui sont nuls. Hein. On a réussi à ça, on a passé 5-6 ans en disant que les outils ne sont pas bien pour le mélanome. Finalement, EORTC, ils ont dit oui, on est d'accord, c'est pas super. Hein, donc, mais nous, on était dans des traitements qui sont complètement nouveaux. Ils ont eu une pharmacovigilance élevée parce que c'était nécessaire. Les effets secondaires, ils étaient pas du tout bien compris. C'était difficile pour les cliniciens, ils ne savaient pas. Et on avait beaucoup de patients qui étaient devant leur clinicien en disant « j'ai un symptôme ici ». Et souvent, le réponse était « oh, ça n'a rien à faire avec le traitement ». Donc nous, on les a informé les patients d'aller voir sur VG Access, de voir s'ils ont été déjà déclarés et après d'insister. Je voudrais qu'on complétait avec Anne-Pierre Picaert, et on voit bien cette montée en puissance des patients sur de nouveaux enjeux. Les essais cliniques, on va parler avec vous, mais avant d'un mot, rapidement, sur votre expérience propre. Vous avez traversé une leucémie. Cette idée, cette incertitude, ce manque d'information au moment d'essais cliniques, c'est quelque chose que vous avez connu.
Oui, alors effectivement, par rapport à tout ce qui a été discuté sur la décision partagée, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, et ça c'est très bien. Et par rapport au protocole, je dirais classique, moi j'ai pas eu à faire face à ça parce que j'étais toujours répondeuse. Donc en fait, dans l'arbre décisionnel, je passais en fait toujours au premier, entre guillemets, voici le traitement optimal. Donc j'ai pas eu à faire face à ça en fait. Par contre, l'expérience de l'essai clinique, oui, on m'a proposé un essai clinique. Donc j'ai un chef de service qui rentre dans ma chambre, voilà, un petit peu comme s'il était chez lui d'ailleurs, ce qui arrive assez souvent. Et me dit, voilà, nous avons un essai clinique pour un traitement prophylactique. Alors bon, voilà, c'était pour éviter l'occurrence en fait, d'une complication lors d'une greffe de moelle. Vous avez 48 heures pour vous décider. Alors, littéralement, c'était ça le point d'entrée. Je dis, mais quels sont les bénéfices, quels sont les risques? De toute façon, si vous avez des complications, le risque, c'est la mortalité. Hein, je veux dire, d'accord. Mais alors, un risque important, risque élevé, comment ça marche, et je suis un petit peu estomaquée parce que j'essaie d'intégrer de l'information. Mais si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà. De toute façon, vous avez 48 heures parce qu'en plus, donc il y avait un délai de 8 jours. Il fallait que je sois le patient. Alors les critères d'exclusion, d'inclusion, d'exclusion sont toujours assez intéressants. C'est-à-dire qu'ils avaient 8 jours à partir j'avais eu déjà cette infection, donc en fait, il fallait pas qu'elle se répète. Et ils avaient 8 jours et ils sont venus le 6e jour pour me le proposer. Donc forcément, j'ai 48 heures. Techniquement, j'aurais pu avoir 8 jours, mais ça, c'était pas possible. Et donc, je me retrouve là, la porte se ferme et je sais pas quoi faire. Et je me dis, mais alors, moi, la décision partagée, elle vient avec l'information partagée. Et c'est pour ça que cette initiative qui a été présentée par Nora, voilà, je trouve ça formidable. Là, on est dans le traitement classique, mais même par rapport à l'essai clinique, il faudrait qu'on ait des résumés dans un langage accessible, transparent, pour comprendre un arbre décisionnel. Ça, les gens peuvent assez comprendre. Hein. Vous rentrez, alors voilà, vous prenez tel traitement. Ce que vous expliquez également, c'est dans le risque haut, élevé, faible. On n'a pas pu me quantifier ça. Au final, comme je travaillais dans le secteur de la santé, j'ai pu appeler des anciens collègues à l'INCa qui m'ont donné des conseils et d'autres personnes aussi qui m'ont dit, écoute, vas-y, c'est un anticorps monoclonal, etc. Donc j'étais prête et j'ai dit, d'accord, mais je veux comprendre le mécanisme d'action. J'ai posé la question et j'ai senti que je fatiguais le personnel médical assez fortement. Et je disais, en fait, je veux juste comprendre potentiellement, parce que je comprenais l'incertitude, qu'est-ce que potentiellement cet anticorps monoclonal va faire dans mon corps? Globalement, je ne vous demande pas de certitude, je vous demande juste une hypothèse. Qu'est-ce que ça va faire? Écoutez, on va vous donner les protocoles. On n'a rien, on a juste le protocole clinique, c'est en anglais. Vous inquiétez pas, je peux le lire. Il n'y avait rien dans le protocole clinique. En tout cas, par rapport sur... Et j'ai demandé, et au final, je me sentais sous pression d'accepter ça. Et je disais, je veux juste qu'on m'explique. Et en fait, on m'a amené dans le département et on m'a dit, voilà, avant l'injection, je dis, je veux juste qu'on m'explique. Ils n'ont pas été capables. J'ai dit, dans ces cas-là, je pars. J'ai senti, là encore, que vraiment le personnel médical était très, très fâché. Mais moi, en fait, je voulais juste comprendre. Et en fait, c'est là où on m'informait du bien fondé de ma participation sans que moi, je puisse vraiment acquiescer. Et ça, c'était... Mais tout le monde n'a pas les ressources de dire non. Dans une situation où on est quand même en détresse, sans compter qu'on n'a pas forcément toutes ces capacités intellectuelles parce qu'on est en cycle de chimiothérapie, qu'il y a aussi ce rapport avec le personnel médical où on n'a pas envie c'est pas qu'on n'a pas envie de déplaire, mais qu'on est quand même captif. Ce témoignage, il éclaire et il résonne de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Je voudrais qu'on aille rapidement aussi sur vos autres engagements aujourd'hui, maintenant, depuis 2020, de plaidoyer, d'advocacy pour accompagner des associations dans ce qui est aujourd'hui les contributions qu'elles ont à apporter, les débats auxquels elles ont participé sur l'accès au marché des médicaments, sur la tarification des médicaments. Elles sont de plus en plus présentes et la HS, depuis 2018, crée là aussi des structures pour cela. En quoi est-ce que ces enjeux deviennent des combats centraux pour elles et quelles difficultés elles ont pour finalement répondre à ces défis-là? En fait, l'enjeu, il existe depuis longtemps. C'est vraiment les associations de patients infectés par le VIH qui ont vraiment ouvert la voie
C'est un modèle qui est suivi par plusieurs comités de patients, justement sur structurer son plaidoyer, aller chercher l'information. Ce que fait Guy Lioza, c'est aller chercher l'information, la comprendre au mieux pour être dans une codécision, là encore. Donc ça, c'est important. Et ça se fait au niveau de la recherche, mais ça se fait aussi dans l'accès aux médicaments. La HAS a fait un énorme effort, et vraiment, je trouve que c'est vraiment admirable d'avoir créé un département, le service des usagers et engagement des patients. Et donc, on a des appels à contribution sur Twitter. La HAS va dire, voilà, appel à contribution des associations pour l'évaluation d'un médicament, alors soit pour l'accès précoce, soit pour le remboursement de ces médicaments. Le délai, c'est jusqu'à 45 jours, mais souvent c'est plus court. Et donc, il y a cette invitation. Alors, soit, très bien, on veut pouvoir... Mais pour pouvoir être pertinent, il faut savoir bien comprendre toutes les questions. Et je ne suis pas en train de minimiser l'effort, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que la grande majorité des associations sont tenues par des bénévoles. Qui les a, toi tu es bénévole, on en discutait. Moi je suis aussi bénévole pour 2 associations. Et en fait ce temps, on le dédie, mais on est à court de temps, on est à court de compétences, de ressources. Et même les grandes associations, à part peut-être la Ligue, ou même des grandes associations, mais il y a même... avoir ces compétences, bien comprendre en fait le parcours du médicament, à quel moment est-ce que c'est pertinent, c'est pas donné à tout le monde. Et souvent, surtout dans les maladies rares, la complexité, c'est qu'on se retrouve avec des petites associations, ou même en cancérologie. Qui doivent gérer en plus de ça un cadre européen. Voilà, et effectivement. Et donc, alors le cadre européen, c'est pour l'autorisation de mise sur le marché, mais pour l'évaluation du médicament, effectivement, c'est au niveau national. Mais là où en fait, les associations sont exsangues, on leur envoie un questionnaire qui est pas très long et en soi très complexe, mais en fait, si on veut vraiment être pertinent et faire remonter ce qui est important pour les patients, il faut pouvoir comprendre un peu les modalités, les concepts. Et ça, alors si les associations concernées par le médicament, et parfois il y en a plusieurs qui peuvent répondre, moi j'encourage les associations à travailler de concert en fait. Donc au niveau national pour l'évaluation des médicaments, d'essayer de se regrouper. C'est pas toujours facile. On sait que le secteur associatif c'est pas simple et que parfois il y a aussi de la concurrence et en fait ça dessert tout le monde, ça dessert les patients. Donc vraiment sur des pathologies, quand il y a un nouveau médicament en cancer du sein, il y a plusieurs associations qu'elles essaient de regrouper parce qu'en fait quand on a entre 30 et 45 jours pour répondre, qu'il faut collecter des données. Il y a eu un accès précoce à un médicament, on va savoir s'il doit être évalué pour le remboursement. On doit répondre rapidement. Il faut collecter le plus d'informations possible. Et donc d'encourager les associations à faire ça. Mais aussi après, il y a tout un travail de mise en forme. Et c'est des choses qui sont ponctuelles. Les associations, elles sont sollicitées. Il y a un médicament qui va aller... C'est pas tous les jours, même pas tous les ans, c'est tous les 2-3 ans. Donc de pouvoir faire appel à des personnes de manière ponctuelle ou à des sociétés. Donc moi, ayant le parcours patient, mais aussi une formation en économie de la santé, en politique de la santé, de pouvoir accompagner ça et de les aider pour structurer cette réponse dans un délai assez court. Et je pense que c'est vraiment essentiel parce que on nous dit, voilà, la vie des patients est importante et donc c'est de plus en plus structuré et c'est très bien avec les mesures de résultats des soins rapportés par les patients, donc les Patient Reported Outcomes en anglais. Oui, alors très bien, mais il faut comprendre les questionnaires, être capable d'être critique par rapport à ces questionnaires et tout ça, en fait, ça demande quand même un investissement en temps et c'est pas toujours disponible. Et donc de pouvoir apporter cette compétence de manière ponctuelle, je pense que c'est essentiel. Mais surtout travailler de concert au niveau européen pour tout ce qui est accès aux essais cliniques, mais aussi à l'autorisation de mise sur le marché, et au niveau national pour l'évaluation, le remboursement et l'accès précoce. Dans le mélanome, c'est ce que vous faites au niveau européen. Je voudrais compléter d'un mot. Vous travaillez pour la Fédération européenne au niveau du myélome, vous, beaucoup déjà. En quoi est-ce que Unicancer peut accompagner finalement la montée en compétence de ce genre de... Est-ce que c'est de la formation, une de plus, je dirais, et comment des centres peuvent aussi aider les patients à devenir acteurs de ces questions-là? Alors c'est vrai que on dit toujours on veut plus d'informations, mais on a l'impression que les gens sont noyés dans l'information. Et donc c'est un petit peu... Alors c'est pas que ce qu'on a fait c'était mal, c'est qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est pas visible. Et quand on est patient, de pouvoir avoir quelque chose de fléché en fait. Et donc il faut avoir une institution qui soit visible et qui soit légitime. C'est vrai qu'Unicancer est très visible et très légitime et que les associations, les patients, les associations vont être dans une situation de confiance par rapport à une institution. En fait, en plus, c'est là où ils sont soignés. Et donc de pouvoir montrer le chemin et d'être... à mon sens, dans un monde idéal, il faudrait un partenariat public-privé
pour une initiative de formation sur l'accès aux médicaments qui comporte la partie réglementaire, mais la partie aussi remboursement, pour qu'on puisse être plus performant en tant qu'association. On nous dit, venez parler avec nous, mais en fait, c'est comme si on vous disait, on discutait tout à l'heure, c'est comme si on nous disait, on va vous demander de construire une maison, mais vous n'avez jamais fait ça, il faut le faire dans 2 mois, et vous n'avez pas les outils. Mais en fait, ça ne s'improvise pas. Il y a des CAPLA. Pardon ? Il y a les CAPLA pour ça. Mais oui, mais disons que ça ne s'improvise pas, et malgré tout, les compétences qu'on peut collecter, il faut qu'on puisse pouvoir faire cette montée en compétences, mais qu'elle soit collective. Et dans cette dynamique aussi de formation qui bénéficie aux associations, il y a aussi cet écart, cette asymétrie d'information va dans les 2 sens, parce que ce qui est vraiment important pour les patients, bien sûr que la survie, c'est important pour tout le monde. Bien évidemment. Mais il y a d'autres choses qui sont importantes parce que les cliniciens réfléchissent beaucoup en objectifs médicaux qui sont essentiels. Mais les patients, nous, on réfléchit aussi beaucoup en objectifs de vie. Voilà. Qu'est-ce que sont mes objectifs dans ma vie ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? C'est-à-dire qu'il y a un patient, il va dire moi j'ai 75 ans, moi ce qui est important c'est la qualité de vie. Le patient qui a 55 ans et sa fille se marie dans 6 mois, lui ce qui est important c'est la survie. Et donc on réfléchit en objectifs de vie, c'est essentiel. Frédéric, la passionnée, l'engagée dans la recherche que vous êtes en cancérologie, comment est-ce que vous entendez ce que dit Guy Liozat, ce que dit Anne-Pierre et la manière dont aujourd'hui, demain, vous pouvez accompagner les patients pour pour qu'ils soient plus présents dans les évaluations et dans l'accès aussi? Alors, moi, ce que vous dites me touche beaucoup et vraiment dans les combats que j'ai aujourd'hui, parce que moi, je suis membre de la Global Alliance autour du cancer du sein métastatique et qui a aussi cette volonté globale mondiale, parce qu'il y a aussi, là, on est centré sur la France et l'Europe, mais bon, une femme en Afrique subsaharienne avec un cancer du sein, elle est mise au banc de la société sans parler qu'elle n'a pas accès aux médicaments. Donc, il y a plein de combats à mener qui sont vraiment très importants. Sur le sujet dont on parle aujourd'hui par rapport à la recherche clinique, il y a tout cet aspect méthodologique pour lequel, enfin même nous, on est perdu avec tout ce qu'on nous montre, les swimmer plots, etc. Je pense que quand on travaille sur les essais cliniques, et nous, je vois au niveau d'Unicancer, par exemple, moi je fais partie du CS3, donc du bureau du groupe sein sur les essais cliniques, on a toujours des patients qui sont présents avec nous dans les réunions, qui discutent avec nous. Il y a des méthodologistes et c'est vrai que, par exemple, vous en parliez, on a toujours la volonté de prouver, alors de faire des prélèvements itératifs, mais sur l'échelle d'un patient, c'est très compliqué. Donc, on essaie au maximum d'avoir accès à des prélèvements moins invasifs, de travailler beaucoup sur du sérique ou avec de l'imagerie. Et puis, je pense aussi, et ça, c'est quelque chose qui est aussi venu beaucoup des patients, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle des crossovers dans les essais cliniques. C'est-à-dire, évidemment, on va dire que ça salit un peu la statistique parce que tout le monde finit par recevoir le traitement. Mais sur le plan éthique, si on est persuadé que ce médicament est un changement énorme, c'est plus éthique de faire du pur randomisé. Mais parfois, certaines agences le demandent. Et ça, c'est là où les actions que vous avez sont importantes aussi avec les agences, c'est de revoir la méthodologie d'évaluation des essais cliniques. Il est plus possible aujourd'hui d'avoir des essais randomisés sur certaines anomalies, médicaments ciblant des anomalies moléculaires rarissimes. On n'arrivera jamais à faire un essai clinique randomisé et il sera pas éthique. Et c'est vrai que nous, à travers Unicancer, dans le cancer du sein, dans le cancer bronchopulmonaire et le cancer des ovaires, on a maintenant de très grandes bases de données dans les études ESME. On est capable de proposer ce qu'on appelle des bras virtuels, c'est-à-dire en fait de ne plus avoir besoin de ce bras contrôle avec on va dire des vrais patients, mais de pouvoir uniquement donner le traitement innovant aux patients. Ça, c'est des choses qui sont hyper importantes et qui vont, à mon avis, se développer de plus en plus parce que c'est vrai qu'on a, dans les données de vraie vie qu'on a, les patients qui sont traités de la façon classique. Après, ce que vous avez dit sur l'objectif de vie, c'est majeur. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la qualité de vie, on est sur quel est mon objectif aujourd'hui. Et
nous, on développe avec un groupe européen la consultation d'annonce de la prise en charge métastatique dans le cancer du sein. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur l'annonce du cancer, mais l'annonce métastatique de la stratégie, des options, etc., c'est hyper important. Et c'est là où se discute vraiment l'objectif de vie. C'est là où on dit, moi, mon objectif, il est à 6 mois. Moi, mon objectif, il est... et ça, c'est des choses qui sont vraiment très, très importantes.